Welcome to the roundtable on disinformation and democratic resilience, tools for countering digital threats. My name is Tatiana Karayanis, and I will be your moderator today. In an era of rapidly evolving digital threats, safeguarding democratic processes and civic spaces has never been more critical. This session brings together leading experts to explore strategies for countering disinformation, strengthening cyber infrastructure, and building societal resilience against online threats. We know that solutions do exist to help counter disinformation with advanced fact-checking technologies, protect nonprofits against cyber threats, and enhance their cyber resilience at scale. We'll hear about some of these solutions this afternoon from our assembled experts, some of whom have projects being featured at this year's forum. So in the interest of time, I'll briefly introduce each one of our speakers, but invite you to look at their full, rather impressive bios in the full program. Jihad Bitar, who's across from me, is the CEO of Siren Analytics, a leading digital transformation and data insights company operating across the MENA and Europe regions. Siren Analytics has been working extensively on leveraging technology to counter disinformation through the PPF-supported Dalil platform. Jihad brings a unique blend of tech, policy, and management expertise. Stéphane Duguin is the CEO of the Cyber Peace Institute, which provides free cybersecurity support to vulnerable communities and works to hold cybercriminals accountable. With 2 decades at Europol, he led major operations against cybercrime and disinformation, advised global institutions, and even briefed the UN Security Council on cybersecurity threats to international peace. Christopher Locke, to my left here, is Managing Director of the Internet Society Foundation, where he leads strategy and operations to strengthen the Internet's function, reach, and inclusivity worldwide. With nearly 30 years across academia, industry, and civil society, he brings deep expertise in advancing an Internet that truly serves everyone. Rebecca McKinnon, across from me, is the Special Advisor for Global Advocacy at the Wikimedia Foundation, supporting policies that protect and advance free knowledge online. Both a journalist and a scholar, she co-founded Global Voices, authored Consent of the Network, and founded Ranking Digital Rights. Her career spans academia, media, and global digital rights, including years as CNN's bureau chief in Beijing and Tokyo. Last but not least, Svetlana Silyanovska is a strategic communication specialist with the Western Balkans Anti-Disinformation Hub at the Metamorphosis Foundation. She's a former advisor to the Prime Minister of North Macedonia, where she led national efforts to counter disinformation and strengthen democratic resilience. With deep experience in NATO and security communications, Svetlana focuses on crisis response and combating foreign information manipulation. Thank you all for being here. Welcome to all of you around the table. We'll begin with 2 3-minute introductory remarks from each of our speakers, and then we'll move to a roundtable conversation between our speakers, and after which we'll then open to questions from the audience. Une conversation avec nos panélistes et nous pourrons avoir des questions de l'audience. Nous allons commencer donc avec une présentation et puis je pense qu'on peut y aller avec Christopher. Et puis une question quand même aussi pour chacun d'entre vous, pour commencer cette conversation. Il y a de plus de désinformation due à l'IA, il y a beaucoup plus de sophistication également dans les deepfakes. De votre point de vue, quelles sont les menaces principales à la résilience démocratique et à la confiance populaire? Nous allons commencer à Chris et puis ensuite nous aurons autour de la table. Merci beaucoup. Donc, dans mon organisation, nous travaillons à relier chacun à l'Internet, s'assurer que chacun puisse avoir accès à l'Internet de manière sûre et sécurisée. Ce qu'on observe, c'est que la participation accroît la confiance.
La population a besoin de savoir qu'elle est en contrôle de cet outil-là, qu'elle peut utiliser cet outil en toute sécurité. Et donc, on essaie de construire un environnement qui permet à chacun de sentir cet engagement personnel, cette confiance. Pour nous, c'est essentiel quand on utilise Internet. Une des problématiques auxquelles on fait face avec l'IA, c'est que déjà, on voit les grands modèles de langage émerger, et cela ne concerne qu'une petite partie de la population, et donc il y a un désengagement par rapport à la façon dont les systèmes d'IA sont développés et la façon dont ils sont utilisés également. Mais également, on voit que l'IA est de plus en plus présente sur les plateformes des réseaux sociaux, et il y a des biais régionaux dans ces réseaux-là aussi, ce qui signifie qu'en fait, ce que les gens obtiennent à la fin, c'est un désengagement global, un manque d'engagement dans ce monde numérique. Et donc, il s'agit ici de reconstruire certains de ces principes fondamentaux, de regarder la façon dont Internet fonctionne. Et pour nous, cela signifie qu'il nous faut nous assurer qu'il y ait un engagement au niveau de la communauté, au niveau local. Faire en sorte que les communautés puissent construire un Internet qui fonctionne pour elles, puisque cette confiance vient de ce sens de contrôle, de confiance. Donc au-delà d'avoir confiance dans la plateforme, confiance dans le contenu qu'on voit, il s'agit d'avoir un sens de contrôle de la plateforme elle-même. Et ça, pour nous, c'est essentiel pour construire la confiance. Merci, Chris. Svetlana. Thank you very much. And I'll try and be brief. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être brève. Travaillant dans la désinformation et cartographiant depuis des années les acteurs de désinformation et la façon dont ils agissent, particulièrement dans les Balkans, on a vu que l'IA était partout dans cet espace de l'information, avec une désinformation qui a un impact direct sur la méfiance des populations envers tout, envers la démocratie, les gouvernements, les élections, etc. La rapidité, l'échelle à laquelle cela arrive, signifie que c'est complètement impossible pour tous les acteurs luttant contre la désinformation de faire quelque chose. Ne serait-ce même que de les cartographier, c'est compliqué. Et donc, dans mon organisation, nous avons développé un réseau régional, et cela fait des années. Et c'est une méthodologie particulière qui va permettre de prédire les actions qui peuvent arriver et donc d'empêcher par là même que ces acteurs de désinformation déploient ces outils-là. Et lorsque l'on peut montrer que certains acteurs de la désinformation sont en train d'agir, on peut gagner en crédibilité et dire voilà, ça on avait vu, attention à cet événement-là qui peut venir perturber la paix, qui peut venir créer du conflit. Et donc cela donne un peu de temps aussi aux acteurs démocratiques de la région pour mettre en place des stratégies permettant de lutter contre ces acteurs-là. Parce qu'on a une rapidité du développement de l'IA, une rapidité dans la propagation de la désinformation. Une fois qu'on a cartographié, finalement, parfois on arrive trop tard. Donc on travaille avec cette nouvelle méthodologie pour essayer une méthodologie qui permet de prédire avant que cela arrive, pour garantir que cela n'arrive pas, et aussi pour faire en sorte que si ça arrive, il y ait des stratégies déjà en place qui puissent être déployées pour lutter contre cela. Merci Svetlana. J'ai hâte d'en entendre davantage, mais Rebecca, tout d'abord. There we are. Thanks so much for this. Merci beaucoup de réunir ce formidable panel. Je suis ravie de pouvoir ajouter ma pierre à l'édifice après ce qu'on a entendu de deux autres panélistes. Ce qui fait écho à mon travail, c'est effectivement la participation mène à la confiance mène à l'authenticité. Je travaille pour la Fondation Wikimedia. On est une organisation à but non lucratif qui soutient Wikipédia ainsi que d'autres plateformes de connaissances ouvertes où des centaines de milliers de personnes peuvent contribuer. Et on parle de personnes, pas d'algorithmes, pas d'IA. Et puis, on travaille sur plus de 100 langues.
Les meilleures pages Wikipédia sont celles qui sont éditées, surveillées, améliorées par le plus grand nombre de personnes possible, venant du plus grand nombre de régions et d'origines, avec la plus grande expertise. Certains d'entre vous le savent, mais souvent on n'y pense pas. Wikipédia, c'est l'une des plus grandes sources de données de formation pour tous les modèles de langage du monde, que vous les connaissiez ou pas d'ailleurs. Mais Wikipédia n'est aussi fiable que ses sources, les sources que les éditeurs peuvent citer, puisque Wikipédia n'est pas une source primaire d'information. C'est une plateforme qui collecte, qui contextualise un certain nombre d'informations venant de sources fiables. Et c'est notre communauté d'éditeurs qui détermine quelle source est fiable ou non, dans différents contextes et en fonction du sujet aussi. Donc bien sûr, s'il n'y a pas de source fiable à citer, ou s'il y en a moins, eh bien on fait face à un vrai problème. Donc le journalisme, les journaux scientifiques, les recherches indépendantes, toutes ces communautés de personnes qui génèrent ces premières sources de connaissances sont les clés de voûte, sont les fondations. Elles sont source de résilience démocratique. Ce sont les anticorps les plus résistants face à la désinformation. Ce sont ces personnes-là. Le problème auquel on fait face, c'est que les personnes qui créent cette information, qui font des rapports, qui traduisent, qui recherchent, ces personnes-là sont de plus en plus menacées. Menacées en termes de sources de revenus qui pourraient être minées parce qu'il y a moins de financement, parce qu'il n'y a plus d'espace civique dans lequel s'exprimer. Dans beaucoup de lieux, ces personnes-là sont discréditées par de la désinformation, de la propagande. Cette propagande vient de sources officielles et non officielles. Et puis bien sûr, les menaces venant d'acteurs étatiques ou non étatiques. La semaine dernière, c'était la semaine la plus dangereuse pour les journalistes dans le monde depuis des années. Mais cela concerne aussi les Wikipédiens et puis les scientifiques et d'autres. Tous sont sous menace, menaces physiques ou menaces autres avec d'autres campagnes de désinformation. On le voit en Russie, on le voit dans mon pays d'origine. Il y a certaines similarités dans les types de désinformation qui est propagée. Donc si on ne défend pas, si on ne protège pas de manière appropriée ces communautés-là, alors c'est l'IA, la propagande, qui va triompher. Parce qu'on peut utiliser toutes les méthodologies qu'on veut pour suivre et discréditer la désinformation. Il s'agit surtout de protéger ceux qui fournissent ces informations authentiques au départ. Et si on ne peut pas les protéger, alors on a un vrai problème. Merci Rebecca. Stéphane. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je vais rebondir sur ce que vous venez de mentionner. Sur ces acteurs et ces experts qui essaient de protéger ce qui est important pour nous, cet espace d'information, mais également les travailleurs humanitaires, ceux qui aident les réfugiés, tout le concept de la société civile, en fait, la société civile qui est actuellement menacée. Et vous l'avez très bien résumé. Le Cyberspace Institute est basé à Genève et ce que nous faisons, c'est que nous fournissons gratuitement des outils de protection, de cyberprotection aux ONG. Et on essaye de trouver cette convergence entre cyberattaques et désinformation. On essaie de cibler ça. Alors, ce qui se passait avant l'IA et qu'est-ce qui se passe depuis l'IA? Pour répondre à votre question, la situation est pire, très franchement. Donc, ce qu'on apprend
c'est qu'en tant qu'acteur de la société civile, dans un monde où les budgets sont de plus en plus limités, vous l'avez dit, dans un monde où la confiance est minée par des campagnes de désinformation, etc., et dans un monde où, à cause de l'IA, c'est moins cher pour tout le monde d'attaquer n'importe qui d'autre sur la planète, ça devient très compliqué. Et la société civile, la société civile, il s'agit d'avoir une mission, de faire tout ce qu'on peut pour accomplir cette mission, de dépenser tout ce qu'on a pour cette mission. En général, on n'a pas forcément d'argent pour avoir quelqu'un pour aider sur la question de la cybersécurité. C'est pour ça que nous intervenons sur cet espace-là. Nous travaillons avec le secteur privé pour avoir de la main-d'œuvre gratuite pour aider la société civile. Nous travaillons avec des mécènes pour créer des partenariats nous permettant de garantir leur cybersécurité aussi. Et nous travaillons également avec d'autres acteurs de la société civile qui font des choses similaires pour mener à bien des analyses communes pour avoir un impact plus important. Et très récemment, mais nous allons en parler aujourd'hui, nous sommes engagés aux côtés d'autres membres de la société civile et nous avons créé un instrument financier pour pouvoir financer le travail que nous faisons. Et c'est ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire quand l'IA multiplie les menaces qui existent. En fait, aujourd'hui, à cause des grands modèles de langage, les cyberattaques basées sur la langue qui n'étaient pas accessibles dans certaines zones du monde, en fait, maintenant, on peut attaquer n'importe qui dans n'importe quelle langue, même si on ne maîtrise pas cette langue-là. On peut créer des fausses images, des fausses vidéos, des fausses informations qui sont très crédibles. Et puis, il y a une fondation de mécénat qui est très impliquée dans la société civile récemment, qui a été ciblée par des deepfakes, des appels téléphoniques, des appels vidéo, pour les convaincre de mettre de l'argent là où ils n'étaient pas censés le faire. Donc, c'est une vraie menace. La société civile essaie d'agir, mais également sous menace. Et les organisations qui essaient de soutenir la société civile sont également sous menace. Merci. Jihad. Alors, chez Siren Analytics, on a une plateforme, vous pouvez venir voir au rez-de-chaussée à quoi ça ressemble. En général, on opère dans des zones avec des conflits et où il y a peu de ressources. Donc on est basé au Liban, on travaille également en Europe de l'Est. C'est notre expérience. J'ai beaucoup entendu parler de confiance, et puis c'est dans le titre de notre conférence d'ailleurs. La confiance, c'est la couche fondamentale de la démocratie. La démocratie, c'est un pacte de confiance entre la minorité et la majorité. La désinformation, Tatiana, vous avez parlé des menaces, vous avez posé la question. En fait, la désinformation vient détruire cette confiance. Et l'impact, on le connaît tous, mais je voudrais mettre en lumière certaines choses précises parce que c'est un peu ça qu'on essaie de faire avec Delil et d'autres collègues, chacun à son échelle avec son approche. Mais le premier élément, c'est l'impact des algorithmes, les manipulations algorithmiques ou l'exagération des algorithmes. Cela crée des tensions internes et on le voit partout où nous sommes présents. Voilà comment ça fonctionne. Les algorithmes sur les réseaux sociaux sont construits pour présenter en premier les émotions les plus fortes. Donc la désinformation vient utiliser cette manipulation algorithmique et ça va accroître ces sentiments. Ça va donc créer un cercle vicieux, ce qui mène donc à des tensions internes. Deuxième élément, l'IA a réduit le coût de la désinformation. C'est beaucoup moins cher de faire de la désinformation aujourd'hui. Les conséquences, eh bien, c'est que la désinformation existait déjà. Maintenant, on est sur une échelle qui est tout autre. Et donc, c'est une menace pour les sociétés démocratiques. Ces sociétés démocratiques sont des sociétés fatiguées. Là où on travaille, on le voit. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui arrivent en masse.
Et la désinformation cible les communautés locales. On peut mener à bien des attaques hyper localisées. C'est très intéressant de voir cela, mais c'est très dangereux parce que, encore une fois, cela vient renforcer les tensions. Troisième impact, troisième élément que je voulais mentionner, et c'est là que notre plateforme utilise, c'est le flux de contre-information. En fait, l'IA permet de créer des informations, créer des discours très rapidement par vidéo, par message, peu importe. Et tous ces nouveaux discours, ce sont des menaces la plupart du temps. On peut contrer cela. Je ne suis pas contre l'IA. Je pense que l'IA peut faire beaucoup de bien, mais voilà la situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui, partout, malheureusement. Merci, Jihad. Merci à chacun. Merci d'avoir mis en exergue l'urgence à laquelle nous faisons face pour ce qui est de contrer ces menaces plus ou moins émergentes. Stéphane, vous travaillez surtout avec les ONG, les associations à but non lucratif. Quelle est pour vous la conséquence la plus dangereuse des cyberattaques? Les cyberattaques qui ciblent spécifiquement les associations. Est-ce que on voit les mêmes conséquences? Est-ce que ce sont des menaces qui sont spécifiques à ce type d'association ou est-ce que ce sont des menaces plus générales? Est-ce que ce sont les mêmes menaces que ce qu'on voit sur le secteur privé? Le secteur des associations est le plus impacté par les opérations de désinformation et les cyberattaques. Parce que malheureusement, c'est le seul secteur qui est attaqué par n'importe qui, pouvant mener à bien des opérations malicieuses sur Internet. Donc déjà, les acteurs étatiques. Ces acteurs-là peuvent mener à bien des opérations extrêmement dangereuses contre les associations avec des ressources énormes. Et elles ont un programme. Par exemple, cette association va aider des réfugiés après une guerre, ou alors une association va aider va aider de manière humanitaire une région où vous ne voulez pas être impliqués. Et donc il va y avoir des mercenaires, des cybermercenaires ou d'autres menaces. Mais il y a aussi des cybercriminels qui sont parfois soutenus par l'État, parfois non. Les cybercriminels ne font plus tellement la différence. Ils envoient des campagnes à tout le monde. Si vous, ils envoient des liens, vous cliquez. Si vous cliquez, vous êtes une victime. Et les associations avec lesquelles on travaille ne sont pas forcément suffisamment matures sur le sujet et donc deviennent facilement victimes de cyberattaques. Et puis ensuite, il y a un réseau de militants, de cybermilitants qui ont différentes motivations et qui vont aussi attaquer les associations. Donc en fait, on se retrouve avec un mélange qui crée un paysage absolument effrayant. Nous avons un partenariat avec la ville de La Haye. La Haye a été la première ville à réaliser que les associations dans la région avaient un profil qui les rendait particulièrement susceptibles aux cyberattaques. Et donc on a travaillé avec la ville. Et donc on a mené à bien des services de cybersécurité pour ces associations. Et on s'est rendu compte que là-bas, il n'y avait pas forcément de différence entre les menaces au secteur privé par rapport au secteur des associations. Par contre, il y avait une différence de préparation face à cette menace-là. On se rend compte en fait que sur le secteur privé, il y a plus de personnes recherchant des experts dans ce domaine-là que d'experts dans le monde. Et puis pour terminer, les ONG, je pense que vous l'avez dit déjà, les ONG ne sont pas simplement ciblées par quelqu'un qui veut entrer sur le réseau et prendre des données. C'est aussi des gens qui essaient de détruire les activités d'une ONG sur Internet.
Là, récemment, on a vu que l'acteur en question avait tous les outils qu'il fallait pour tout faire. Donc ils allaient attaquer avec tout, un malware, un ransomware, un voleur d'informations, de la désinformation, des deepfakes, n'importe quoi. Ils avaient tous les outils à leur disposition. Et c'est ce à quoi font face les ONG et c'est ce contre quoi elles doivent lutter. Chris, pour vous, quel est l'obstacle le plus considérable au-delà de la question des finances, des ressources? Je pense que Stéphane en a déjà parlé. Ou capital humain aussi. Quel est l'obstacle le plus conséquent qui empêche de mener à bien des solutions en sécurité numérique qui permettent de protéger cette société démocratique? Effectivement, le mot-clé capital est important, mais pour revenir sur ce qu'a dit Stéphane et faire écho à cela au début de son intervention, vous ne le savez peut-être pas, mais les ONG et la société civile sont les secteurs les plus ciblés. Vous ne le savez peut-être pas, et ça, cette partie-là, c'est le problème. Si une banque est victime de cyberattaques ou une compagnie aérienne, vous le sauriez, c'est dans les informations. Mais si une ONG ou une société civile qui a pour but de protéger les vies humaines, qui essaie de soutenir des communautés vulnérables, vous n'entendrez pas parler de cette cyberattaque alors là. Donc on a un problème face à l'échelle du problème et un manque de sensibilisation, même si c'est une vraie problématique. Nous sommes donateurs nous-mêmes et nous sommes ravis de soutenir un fonds. Nous avons d'autres donateurs avec qui nous travaillons. Nous avons une session à 17h sur le sujet d'ailleurs. Nous avons créé ce fonds pour essayer de rassembler le secteur et pour pouvoir rassembler également les donateurs. Nous savons ce qu'il faut pour financer des ONG et des associations de la société civile. Je ne pense pas que nous ayons de ligne budgétaire sur la cybersécurité. Donc on a un petit groupe de personnes qui mènent à bien cette guerre cachée un petit peu pour protéger la société civile. Là, on est vraiment face à des défis majeurs pour des petits acteurs. Et ce sont des attaques qui sont menées pour du gain matériel ou pour d'autres raisons plus profondes, des attaques menées à bien par un acteur étatique ou non étatique. Mais il faut des solutions numériques. On n'a plus besoin d'ajouter l'adjectif numérique dans quoi que ce soit. En fait, on n'a plus une société numérique, une économie numérique. On a une société, une économie qui sont majoritairement numériques de toute façon. Donc c'est important et c'est à nous, chacun d'entre nous, de trouver comment nous pouvons soutenir, financer ce genre d'activités. Pour nous, c'est assez essentiel. À la Internet Society, on a la chance d'être financé par une ONG qui s'appelle Public Internet Registry. Je pense que beaucoup d'entre vous ont un site internet qui se termine par .org, par exemple. Eh bien, c'est le Public Internet Registry. Et donc, on utilise cet argent pour pouvoir mener à bien nos activités. Donc, c'est important pour nous de soutenir ces associations qui souffrent elles-mêmes de ces cyberattaques. Merci, Chris. Svetlana, maintenant, et Jihad, une question pour vous. Svetlana, vous avez parlé des fact-checkers. Pour vous, quel est le bond en avant qui doit être fait en matière technologique ou méthodologique par les fact-checkers pour vraiment devancer les tactiques de désinformation dans vos régions respectives, les Balkans ou au Moyen-Orient?
Est-ce que le fact-checking suffit? Eh bien, non, parce que d'un côté, nous avons des acteurs qui vont au-delà des secteurs. Ils sont gouvernementaux, non gouvernementaux, des acteurs du secteur privé et qui sont prêts à mettre des ressources et une coopération qui va au-delà des langues et des frontières pour atteindre un seul objectif qui est de réduire la confiance au sein des sociétés démocratiques avec cet objectif commun. Qui se verra aussi dans les méthodes qui sont utilisées. De l'autre côté, nous avons un effort qui vient de la société pour contrer ces stratégies. Et le fact-checking est l'une de ces approches. C'est la base, elle est extrêmement nécessaire, mais elle ne suffit pas. L'IA aide le processus de fact-checking parce que cela permet de réduire le temps dont un fact-checker a besoin pour faire les recherches nécessaires et pour rassembler les informations nécessaires et donner la crédibilité suffisante à l'information qu'il fournit. Cependant, nous avons constaté dans la région des Balkans occidentaux que ce dont les fact-checkers ont le plus besoin, c'est un accès plus ouvert et une fusion des bases de données. Parce que beaucoup d'entre nous ont tendance à se centrer sur nos propres connaissances. Et il faut davantage de partage. Ce que nous voyons dans les Balkans, quand nous avons créé ce réseau contre la désinformation pour rassembler des fact-checkers, non seulement des Balkans occidentaux, mais aussi de pays membres de l'Union européenne, tels que la Grèce ou encore d'autres comme la Turquie. Nous mettons nos efforts en commun. Et nous voyons que ceux qui opèrent en dehors de notre région ont en fait des stratégies proches des nôtres, même si parfois elles diffèrent, mais ils ont aussi des approches qui peuvent nous enrichir. Cet échange de connaissances nous permet d'être meilleurs, de nous améliorer dans ce que nous faisons. Il faut donc que nous soyons au courant de ce qui se passe dans l'ensemble de la région au sens plus large pour que les analystes, les fact-checkers puissent mettre leurs ressources en commun et avoir une idée générale plus importante, faire ce travail qui permet de contrer la désinformation. Des coalitions, j'entends. Des coalitions qui vont au-delà de votre région restreinte. Djihad. Oui, Svetlana a raison. Ce que nous avons commencé il y a quelques années, nous nous sommes rendus compte que dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, il fallait aider les fact-checkers en créant des réseaux. L'idée est en fait de faire passer leur travail à l'échelle pour ces fact-checkers. Et pour répondre plus directement à votre question, je ne dirais pas qu'il s'agit d'un bond en avant technologique. C'est plutôt, à mon sens, je vais le dire de cette façon, pour moi, être fact-checkers, c'est s'opposer au travail que font d'autres. Il s'agit peut-être des emplois qui reçoivent le moins de reconnaissance. C'est un travail très niche. Vous êtes fact-checker, vous faites votre travail, vous pouvez utiliser l'IA. Mais comment sont-ils récompensés? Comment l'information est-elle transmise au public? C'est très bien que nous, ici, soyons au courant. C'est notre domaine et nous connaissons ce qui s'y passe, mais tout cela reste assez restreint. Il ne s'agit pas seulement de protéger contre les cyberattaques. C'est comme au football, il faut qu'il y ait la défense, mais aussi l'attaque. Et l'attaque, ici, c'est de permettre aux fact-checkers de faire passer un message, qu'ils puissent dire regardez, ici c'est faux, ça n'est pas vrai, et vous pouvez regarder. Souvent, ils parlent avant tout le monde, ils le savent avant. Et c'est ce qui nous manque ici, en fait. La possibilité, la capacité de React. Nous avons essayé avec Dalil de leur donner les ressources dont ils ont besoin pour qu'ils puissent coordonner leur travail, mais nous devons tous réfléchir à ce sujet parce que c'est une bataille qu'il est très difficile de gagner. Merci. J'espère que Rebecca va apporter un peu d'optimisme là-dedans. Vous avez dit que Wikipédia était la base de données la plus importante au monde, utilisée
dans beaucoup de ces campagnes, mais selon vous, quel est le défi en termes de politique le plus urgent qui menace les plateformes d'IA ouvertes en open source? Est-ce que c'est le risque de censure, le manque de confiance? Est-ce qu'il s'agit d'amplification algorithmique? Selon vous, quel est ici le défi majeur qui se pose? Merci. Je pense que le plus grand défi en termes de politique réside dans le manque d'une vision positive qui s'applique à tous les domaines pour les politiques en la matière. Et cela concerne, je le redis, tous les domaines. Si vous prenez en considération les réglementations liées à l'IA qui ont été conçues, que ce soit en Europe ou ailleurs, il s'agit seulement de contrer des problématiques ou des dégâts qui sont causés. Et je ne dis pas ici qu'il ne faut pas s'acquitter de cette tâche, combattre la criminalité, protéger les enfants, etc. Mais si on arrivait à penser selon les termes suivants, plutôt que de savoir qui nous voulons protéger, quelles sont les activités que nous souhaitons promouvoir et soutenir. Par exemple, au Royaume-Uni, le Online Safety Act, dont l'objectif est extrêmement honorable, protéger les jeunes et les enfants sur Internet contre les dommages qui peuvent leur être infligés. Nous avons été obligés, avec notre mission qui est de protéger ceux qui éditent Wikipédia et leur audience. Nous avons dû, en raison du Safety Act, du Internet Safety Act, vérifier l'identité de nos utilisateurs, ce qui signifie que le public et les rédacteurs sont alors exposés à des cyberattaques, à des vols d'identité, des usurpations d'identité, pardon. Et donc maintenant, nous avons un engagement qui consiste à minimiser la quantité d'informations que nous rassemblons sur notre public et nos rédacteurs. Nous n'essayons pas d'obtenir de l'argent de nos utilisateurs, peu importe qu'ils soient extrêmement uniques, extrêmement particulier. Nous pensons qu'il est extrêmement important de ne pas rassembler plus d'informations que l'appareil avec lequel ils se connectent, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui essayent d'avoir accès aux données personnelles, et je pense que tout le monde sera d'accord ici. Et cela menace notre capacité à protéger nos utilisateurs, mais cela menace aussi nos démocraties. Ici, l'objectif est noble parce qu'il s'agit de combattre la criminalité, mais il n'y a pas ici de garde-fou et les conséquences en termes de droits de l'homme ne sont pas prises en compte. La Convention sur le cybercrime, sur la cybercriminalité de l'ONU qui s'ouvre cette semaine, si je ne me trompe pas, pour sa signature. On parle ici d'une convention qui a été condamnée extrêmement largement par la société civile. Je sais qu'il y a des gouvernements qui l'ont signée. Je n'ai pas vu la liste de qui avait décidé de la signer ou pas, mais la Electronic Frontier Foundation et beaucoup d'autres organisations de la société civile ont publié une lettre la semaine dernière demandant à leurs autorités de ne pas signer ce texte, cela oblige les autorités à mettre en place des mécanismes de surveillance pour combattre la criminalité, alors qu'il est certain que cela pourrait être détourné pour faire du mal à la société civile. Et la définition de la criminalité est extrêmement large. Peut trouver des informations sur l'orientation sexuelle, par exemple. C'est un droit qui doit être protégé par les normes en matière de droits de l'homme. Nous avons donc ici
une situation extrêmement délicate dans le sens où la réglementation et le droit à l'échelle mondiale facilitent pour ceux qui sont susceptibles de gagner une élection la possibilité de retourner ces lois contre l'espace civique, contre ceux que ces lois sont censées protéger, alors que ce sont ces personnes qui mènent un combat pour obtenir une information fiable et juste et pour la faire passer au public. Maintenant, pour parler d'une vision positive, qui sont ces personnes que les autorités veulent protéger? Quelles sont les activités, quels sont les types d'activités que ces autorités sont prêtes à soutenir et à protéger? Il faut donc passer par là pour s'assurer que l'IA ne soit pas synonyme de propagande et de désinformation. Il faut donc des visions positives de la part des autorités quant au type d'IA que nous souhaitons, quant aux pratiques des communautés, quant à la façon de protéger les plateformes et les projets qui servent l'intérêt général. Il faut que ces démarches soient encouragées et non pas menacées par des bonnes et des mauvaises intentions. C'est une problématique importante ici. Et enfin, un dernier élément à ajouter, c'est que mes collègues ont rassemblé un Wikipédia test qui est extrêmement intelligent. Vous lisez ce traité et ce texte qui va être adopté. Si vous avez le sentiment que la situation sera plus compliquée pour Wikipédia, que les données seront menacées, que la protection de la vie privée sera menacée et qu'il sera plus difficile de faire la part des choses entre des sources sûres et non sûres, si cette loi vous rend plus susceptible d'être emprisonné parce que vous exprimez votre opinion, alors ce n'est pas une bonne loi. Je n'irai pas plus loin parce que ce sont beaucoup d'éléments qui sont chacun intéressants, mais il me semblait que c'était là quelques concepts utiles pour une façon utile de tester cette loi. Étant donné le temps dont nous disposons, nous allons passer aux questions-réponses et ensuite je donnerai la parole à nos orateurs une dernière fois avant que nous terminions la session. Merci de poser des questions courtes. J'en prendrai 2 ou 3 à la fois. Et si vous avez une question qui concerne l'un de nos orateurs en particulier, n'hésitez pas à le dire de façon à ce que l'on demande à l'orateur en question d'y répondre. Si vous souhaitez prendre la parole, merci de lever vos étiquettes ou de simplement lever vos mains. Des questions? Je peux intervenir. Personne ne sera condamné au silence. Cela veut dire que nous avons très bien travaillé s'il n'y a pas de questions. Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'espoir et je ne suis absolument pas d'accord. Dans la première question à laquelle j'ai répondu après Svetlana, j'ai dit que l'IA pouvait faire le bien et qu'elle peut être un outil extrêmement puissant. Sur notre plateforme DELIL, nous construisons tous ces outils qui permettent de faire de la prévention, de la détection précoce et de contrer et de faire de la prévention sur ce qui peut se produire. Nous avons des outils qui détectent les rhétoriques, les récits particuliers sur un sujet de façon à ce que l'on puisse commencer à les contrer extrêmement tôt dans le processus. Nous avons des outils qui s'attaquent également à des sentiments partagés qui ne sont pas forcément justifiés. Vous voyez, quand on parle de manipulation, on en parlait tout à l'heure, que ici, l'encouragement à une opinion passe par la manipulation de l'émotion.
Nous avons des outils formidables grâce à l'IA qui permettent d'identifier l'origine d'une histoire et vous pouvez avoir un agent IA qui va pouvoir voir d'où vient cette histoire originellement. Est-ce qu'il s'agit d'un compte X, anciennement Twitter, etc. Donc l'IA peut être un outil extrêmement puissant, mais il faut savoir en tirer parti, savoir l'utiliser de façon à remplir ses objectifs. Donc en fait, je suis extrêmement optimiste sur la façon dont nous pouvons combattre la désinformation. Il n'y a pas de raison que nous n'y parvenions pas. S'opposer à des rhétoriques en construisant des rhétoriques opposées, mais tout est une question de timing. En fait, il faut le faire au bon moment. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Christine? Merci beaucoup, Tatiana, d'avoir animé cette table ronde et merci aux orateurs. La question principale aujourd'hui est de savoir comment l'on peut atténuer la désinformation en ligne. Et ce que la société civile a appris depuis le début, c'est qu'il y a deux façons de le faire. Il y a une façon technique et ensuite ce qui est d'ordre légal. Comment pouvons-nous faire en sorte que ces deux composantes se rejoignent? Et est-ce que vous avez des pistes où cela serait faisable pour combattre efficacement la désinformation? Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient faire quelques commentaires? Merci à tous. Excusez-moi, je parle un peu du nez. Nous devons travailler sur la désinformation et le financement. Nous avons parlé de financement et qui, selon vous, doit financer vos efforts, votre travail et comment pensez-vous pouvoir convaincre ces acteurs? Je vais me tourner vers Svetlana. Stéphane, vous vouliez rebondir. Chris également, je pense. Je pense que je peux répondre aux deux questions d'un coup. La façon dont nous pouvons faire fusionner les deux, c'est par une approche sociétale intégrale. Comme je l'ai dit, on voit que d'un côté, nous avons un adversaire qui est de grande taille, non seulement parce qu'il est effrayant, mais également parce qu'il existe un large réseau d'antagonistes qui sont antidémocratiques. Et je suis à l'aise avec ce terme d'acteur antidémocratique. Et nous, lorsque nous coopérons, nous partageons nos outils, nos financements, nos ressources, et eux sont à l'aise de le faire pour attaquer la démocratie. Et la façon dont nous pouvons mélanger les solutions de politique, mais également le financement, c'est si nous nous basons sur la façon dont ils fonctionnent. C'est ce qui a déjà été dit. Il faut que nous soyons à la fois pleins d'espoir, mais aussi d'esprit de combat. On voit que ce problème de désinformation est profondément ancré dans le milieu de l'information, donc il faut que nous nous unissions entre nous et nous nous assurions que nous devenions une voix crédible, parce que si nous voulons prendre du poids, prendre de l'ampleur, il faut que nous soyons crédibles et que le public nous fasse confiance. Et ce que l'on a vu au cours de ces années, ce concept de désinformation est utilisé pour attaquer votre crédibilité et entamer votre visibilité. Merci Svetlana. Stéphane, pour répondre à la question sur la façon dont nous pouvons faire fonctionner ensemble l'aspect politique et l'aspect technique pour combattre la désinformation, un élément de réponse. Nous avons lancé une task force pour qu'il y ait des efforts conjoints entre la société civile et le secteur privé pour qu'il y ait une enquête profonde qui soit menée sur les aspects techniques des campagnes de désinformation. Vous avez l'infrastructure, les serveurs, les adresses IP, les activités, les sociétés écrans qui sont utilisées, jusqu'à la couche où vous utilisez l'IA pour générer le contenu et vous le diffusez partout. Voilà le résumé d'une campagne.
Il est très difficile de se concentrer sur le contenu parce que cela va très vite, c'est ce que vous faites. Donc cet acteur particulier essaye de s'attaquer à la couche d'en dessous. Et il y a 25 ans, nous nous intéressions déjà à cette question. Quand vous vous attaquez à la cybercriminalité, il faut s'attaquer aux criminels, mais aussi à l'infrastructure. Il faut faire le même pour la désinformation, parce que la bonne nouvelle ici, c'est que même les criminels ont des problèmes de financement. Ils ne peuvent pas créer leurs infrastructures et les dupliquer à l'infini. Ils ne peuvent pas non plus séparer leur infrastructure, leur cyberattaque, leur contenu. Ils investissent dans une infrastructure. Il leur faut une quinzaine, une vingtaine de gars pour la gérer. Mais tout est centralisé. Et donc, la task force les attaque à cet endroit-là. Ils prennent tous les aspects techniques sur tous les aspects techniques. Et c'est une façon de combattre la désinformation. Et ici, la conception de politique est liée parce que ici, vous avez des acteurs qui travaillent à la fois sur la cybercriminalité et la désinformation, et c'est là qu'il faut des conversations au niveau politique. Des politiques soient conçues. Qui doit financer tout cela? Il faut que cela aille vite avec des acteurs philanthropiques, notamment. Je parlais aussi du collectif de La Haye. Les personnes ont compris que se concentrer sur ce problème leur donnerait des capacités à agir, mais il faut également du financement institutionnel pour qu'il soit à long terme. Imaginez qu'aujourd'hui, les organisations qui gèrent les campagnes de désinformation et enquêtes le font sur leur temps libre. Personne ne finance une campagne de 18 ans contre une campagne de désinformation, de 18 mois, pardon, contre une campagne de désinformation qui vise l'UE, Doppelganger par exemple, et nous le faisons. C'est ça qui doit changer. Alors, je vais m'éloigner de la perspective financière et passer à l'espoir. Je suis absolument d'accord avec Stéphane sur le financement. Je crois que tout le monde devrait se sentir concerné. C'est un message extrêmement important à délivrer. Alors que l'on sait que les fonds sont plus rares dans le domaine philanthropique, les services, les vaccins, la médecine, l'aide humanitaire. Mais si les organisations qui fournissent ces services ne sont pas capables de le faire, s'il y a une cyberattaque, s'il y a une attaque, alors tout ce financement pour ces organisations ne sert plus à rien. Donc c'est la responsabilité de l'ensemble du secteur des donateurs. Donc nous essayons de créer un groupe de donateurs coordonnés pour qu'il y ait un fonds d'initiative lié au cyber et que les gens puissent venir nous voir pour faire part de leur volonté de financer. Il existe des exemples malheureusement rares d'approches qui ont été adoptées extrêmement transversales, où les besoins sont exprimés et reçoivent un financement. C'est extrêmement rare, donc c'est là-dessus que les donateurs doivent progresser. Je vais vous donner un exemple. Il y a aujourd'hui toujours des millions de personnes qui contribuent à Wikimedia, à Internet, pour continuer à construire ce avec quoi nous sommes tombés amoureux il y a 30 ans, l'expérience d'Internet et l'approche participative. Alors que je suis rentrée dans cette session, j'ai reçu une photo de l'un de mes collègues. Nous avons beaucoup de volontaires, beaucoup de personnes qui travaillent, de bénévoles. Alors que nous parlons de sécurité sur Internet, aujourd'hui nous organisons des sessions de formation pour que ceux qui ont accès à Internet au début puissent acquérir les bons réflexes. On n'en parle plus tellement parce que nous nous concentrons sur ce qui avance très vite, ce qui est plus attirant d'un point de vue de couverture médiatique. Mais il y a beaucoup de personnes qui continuent à former les personnes pour qu'elles restent en sécurité sur Internet. Il s'agit d'un outil participatif et cela reste vrai, il ne faut pas l'oublier et il faut l'intégrer dans le soutien que nous apportons. Il faut que nous continuions à entretenir la confiance et la façon d'assumer ce que nous trouvons sur Internet où nous perdrons la confiance. Merci Steph d'avoir donné, merci Chris pardon d'avoir donné davantage d'espoir. Rebecca.
Quelques éléments pour rebondir sur ton optimisme, Chris. Je suis absolument d'accord malgré tout ce que j'ai pu dire. En août, j'ai participé à la conférence annuelle Wikimedia qui a eu lieu à Nairobi cette année et l'énergie qui se dégageait de ceux qui contribuent à Wikipédia et à d'autres projets à travers le monde, beaucoup de membres de la génération Z et pas seulement de pays anglophones, des personnes qui vraiment se donnent du mal à publier de l'information en ligne dans leur langue maternelle pour leur communauté est absolument spectaculaire. Mais tout cela est vulnérable, exposé pour toutes les raisons que nous avons évoquées. En ce qui concerne le financement, je viens de jeter un œil à la liste des signataires de l'ONU sur le cybercrime. L'UE, la France et le Royaume-Uni sont signataires. Ça veut dire qu'ils s'engagent à financer autant dans ce combat qu'ils dépensent pour combattre la cybercriminalité. C'est là que nous verrons le niveau de sincérité. Ensuite, sur l'aspect durable de tout cela, c'est un défi. Wikipédia est soutenu par la fondation, des dons qui sont faits via la bannière qui apparaît pour vous demander des dons. Cela permet de financer nos serveurs, les avocats qui défendent Wikipédia à travers le monde, et ce qui permet d'apporter notre soutien aux communautés. Mais les gens vont de plus en plus sur ce site ne vont plus sur le site parce qu'ils obtiennent l'information via ChatGPT, etc. Et nous sommes en contact avec les entreprises d'IA en leur disant que notre service est gratuit, mais que nous avons tout de même des coûts, que notre infrastructure est payante et qu'il faut donc payer pour l'accès pour les entreprises d'IA. Mais cela ne concerne pas Wikipédia, c'est une menace pour beaucoup d'organisations, qu'elles soient à but lucratif ou non. Il s'agit d'une menace existentielle étant donné que la fréquentation est en baisse. Comment agir? Eh bien, c'est là le sujet d'un débat politique d'ampleur. Certains disent impôt. Je ne pense pas que cette solution fonctionnerait. Et on pourrait aussi parler de droit de la propriété intellectuelle, qui supposerait une surveillance qui serait dangereuse. Nous avons cependant besoin que le secteur qui profite largement du phénomène actuel, qu'il s'agisse des investisseurs, des actionnaires, qui reconnaissent que la valeur qui est créée aujourd'hui, dont ils profitent et qu'ils espèrent créer à l'avenir, repose sur l'existence d'autre chose que de propagande, d'hallucinations et de réponses négligées. Donc il en va de notre intérêt vital que d'apporter notre soutien à ceux qui créent de l'information qualifiée, ceux qui produisent de la science et du savoir. Et il doit bien exister il faut qu'il existe une façon pour eux de rendre ce qu'ils ont reçu. Donc je ne pense pas que la fiscalité réglera quoi que ce soit, puisqu'en général, ce n'est pas une solution qui fonctionne, mais il doit bien exister une façon de forcer ces entreprises à reconnaître qu'à moins qu'elles aident l'écosystème, elles n'apportent leur soutien à l'écosystème. Il en va comme pour de l'environnement, elles n'arriveront pas à continuer à obtenir de tels rendements. Peut-être que je vais un peu loin, mais je pense que c'est à peu près l'étendue de ce que je voulais dire. Rebecca, excuse-moi. En termes de combat de la désinformation dans les Balkans, nous avons créé cette empreinte pour permettre de savoir ce sur quoi il faut se concentrer. L'une des
l'idée principale est de démonétiser la désinformation et on voit que la difficulté est importante dans la vie réelle. Mais ce que nous avons pu constater, c'est que dans les Balkans occidentaux, les entreprises basées dans des pays membres de l'UE font de la publicité et investissent beaucoup dans les médias, dans des médias qui sont hostiles à l'UE et qui entretiennent ce sentiment dans la communauté pour promouvoir cette position auprès de leurs lecteurs. Donc, dans ce processus de démonétisation, il faut parler et s'exprimer clairement sur ces entreprises du secteur privé et expliquer qu'il faut qu'il y ait un cadre éthique sur la façon dont l'argent est investi. Et cela ne concerne pas uniquement le secteur privé, mais il existe également des façons de travailler avec les grandes plateformes technologiques pour que ce cadre puisse être atteint. Merci Svetlana. Nous avons écoulé le temps qui nous était imparti. Je voulais donner à Jihad, Stéphane et Chris le dernier mot sur ce que nous avons abordé aujourd'hui. Selon vous, quelles sont les priorités absolues à l'avenir? Est-ce qu'il s'agit de l'éducation publique, du financement, le passage à l'échelle? Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle vision pour la gouvernance et les politiques mondiales? Je pense qu'il faut que la cybersécurité soit amenée à la société civile et aux associations. C'est la priorité et donc il faut des financements. Oui, il faut des donateurs et à ceux qui font partie de la société civile dans cette pièce. Si vous avez besoin de cybersécurité gratuitement, contactez-nous. C'est pour ça qu'on est là. Oui, pour moi, c'est la mise à l'échelle. Il faut continuer. C'était un combat qui n'est pas fini, qui continue, qui existe, je pense, depuis des milliers d'années, en fait, en réalité. C'est simplement que les outils avec lesquels nous agissons sont différents. Et il faut en trouver de nouveaux ici. Mais il faut avancer. Simplement, sur le financement, notre modèle, Stéphane l'a dit, sur le partenariat public-privé, nous avons des travaux lucratifs qui nous permettent de soutenir nos travaux non lucratifs. Et cela nous permet de mener à bien un certain nombre d'actions différentes. Merci à tous. Nous n'avons plus le temps. Bien sûr, nous pourrions en parler davantage, mais merci beaucoup à nos panélistes. Merci de nous avoir montré qu'il existe déjà des outils qui sont disponibles pour pouvoir lutter contre la désinformation. Merci beaucoup à chacun.